Je ne sais pas si vous avez entendu cette information, mais elle secoue littéralement la sphère géopolitique. Les Émirats arabes unis viennent tout juste de verser l'une des plus grosses rançons jamais payées à un groupe armé. On parle de près de 50 millions de dollars, accompagnés de munitions, en échange de la libération de 3 otages, 2 Émiratis et un Iranien, enlevés au Mali fin septembre. Et derrière tout ça, il y a le JNIM, un groupe affilié à Al-Qaïda, très actif dans la région du Sahel. Alors, comment en est-on arrivé là? Et surtout, quelles conséquences cela pourrait-il avoir pour le Mali, la région et même le monde? Restez bien jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. D'abord, il faut savoir que la majorité des pays occidentaux interdisent formellement de payer des rançons à des groupes terroristes. C'est une ligne rouge internationale, car cet argent sert directement à financer les armes, la logistique et les opérations de ces groupes. Mais voilà, tous les pays ne respectent pas cette règle. Officiellement, les États européens, par exemple, affirment ne jamais verser un centime. Officieusement, disons que les négociations prennent souvent d'autres formes. Les Émirats arabes unis, eux, ne sont pas liés par ce type d'accord. Et selon plusieurs médias, notamment britanniques, c'est bien leur gouvernement qui aurait validé le transfert de ces 50 millions de dollars pour sauver leurs ressortissants. Mais qui sont ces otages et comment ont-ils été capturés? Leur enlèvement remonte au 23 septembre dernier, dans un petit aérodrome à une trentaine de kilomètres de Bamako, la capitale malienne. Un endroit censé être calme, loin du front. Et pourtant, 2 hommes armés ont fait irruption sur le tarmac, ont pris le contrôle des lieux et ont capturé 2 ressortissants émiratis ainsi qu'un Iranien. L'opération a été revendiquée quelques jours plus tard par le JNIM, la branche d'Al-Qaïda au Sahel. Ce groupe, très actif au Mali, tente actuellement de resserrer son emprise autour de Bamako en multipliant les attaques et les enlèvements. L'un des otages serait le propriétaire même de l'aérodrome, un homme d'affaires émirati installé depuis plusieurs années dans la région. Il est connu pour ses actions humanitaires, notamment la construction d'une école et l'entretien régulier des routes locales. C'est un homme respecté, qui semblait à 1000 lieues de tout conflit, mais cela ne l'a pas protégé de la réalité brutale qui touche aujourd'hui une grande partie du Mali. Les 2 autres victimes étaient de ses collaborateurs. Leur enlèvement a été filmé, puis revendiqué à travers une vidéo diffusée sur des chaînes proches des milieux djihadistes. Et c'est là que les négociations ont commencé. Un processus long, secret et tendu, mené entre les représentants émiratis, les autorités maliennes et des intermédiaires tribaux dans le nord du pays. Selon plusieurs sources, les discussions auraient duré près d'un mois. Le GNIM réclamait initialement 100 millions de dollars, mais la somme aurait finalement été divisée par 2 après plusieurs tractations. En parallèle, ils ont exigé des munitions, des armes légères et la libération de plusieurs combattants détenus dans les prisons maliennes. Et visiblement, tout ou presque a été accepté. Car selon Jeune Afrique et d'autres médias régionaux, plus de 20 tonnes d'armes et de munitions ont été transférées discrètement vers le nord du Mali. Un convoi de pick-up, escorté par des intermédiaires de la communauté Toubou, aurait remis la cargaison directement au groupe armé. Et dans le même temps, un échange de prisonniers aurait eu lieu, entre 35 et 65 djihadistes libérés, contre une trentaine de soldats maliens retenus par le JNIM. Petite parenthèse avant de continuer. Si vous appréciez ce genre de décryptage indépendant, sans filtre ni langue de bois, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, on va au fond des sujets que les médias traditionnels préfèrent éviter. Merci à tous ceux qui soutiennent ce travail. Le plus inquiétant dans cette affaire, c'est que cette rançon record pourrait redonner de la force au JNIM. Imaginez ce que représentent 50 millions de dollars et des tonnes d'armes dans une région déjà instable. C'est un financement colossal pour poursuivre leurs offensives, recruter et frapper encore plus fort. Et tout cela en échange de la vie de 3 hommes. Alors bien sûr, sur le plan humain, on comprend la décision. Mais sur le plan sécuritaire, c'est une bombe à retardement. Le Mali, déjà fragilisé par les sanctions, les tensions internes et les retraits des forces étrangères, se retrouve aujourd'hui face à un dilemme. Accepter ce genre d'accord, c'est sauver des vies. Mais c'est aussi donner de l'oxygène à un groupe armé qui menace directement l'État malien. Et tout cela
sans que le gouvernement d'Assimi Goïta n'ait encore communiqué officiellement sur le sujet. Peut-être pour ne pas compromettre les discussions, peut-être aussi parce qu'il est difficile d'assumer publiquement un tel deal. Cette stratégie du JINIM n'est pas nouvelle. Ils encerclent peu à peu la capitale, interceptent les convois d'approvisionnement et instaurent une forme de blocus économique. Ils veulent isoler Bamako tout en envoyant un message clair. Aucun étranger, aucun investisseur n'est en sécurité. Et c'est exactement ce qu'ils cherchent. Faire fuir la coopération internationale, étouffer l'économie et s'imposer comme une puissance incontournable dans le centre du Mali. L'échange s'est finalement déroulé fin octobre, près de Gao, au nord. Les otages ont été remis à des représentants maliens, puis transférés à Bamako dans la foulée. Leur retour a été célébré, mais en coulisses, beaucoup s'inquiètent. À quel prix? Parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe armé qui sort gagnant, renforcé et mieux équipé. Et quand on sait qu'ils ont déjà multiplié les attaques contre les forces maliennes, on comprend à quel point cette rançon risque d'aggraver la situation dans les mois à venir. Alors la vraie question c'est, fallait-il payer? D'un côté, on sauve des vies. De l'autre, on finance la mort d'autres innocents à venir. Et puis pourquoi des ressortissants de pays aussi puissants que les Émirats et l'Iran se trouvaient-ils dans une zone aussi sensible, à seulement 30 kilomètres de Bamako? Était-ce une mission humanitaire, une affaire économique ou toute autre chose? Beaucoup de zones d'ombre subsistent. Certains analystes pensent que cette affaire pourrait avoir un effet domino. D'autres groupes, voyant qu'il est possible d'obtenir des millions de dollars, pourraient être tentés d'enlever d'autres étrangers. Et ce serait un désastre pour toute la région. Là où certains espéraient un retour à la stabilité, on risque au contraire d'assister à une recrudescence des prises d'otages. Pendant ce temps, les États-Unis observent la situation de près. Ils ont d'ailleurs récemment ordonné à leurs ressortissants de quitter le Mali, anticipant probablement ce genre de scénario. Car oui, chaque rançon payée renforce la menace, et chaque silence officiel creuse le malaise diplomatique. Aujourd'hui, tout le monde se félicite de la libération de ses otages, mais très peu osent en poser la vraie question. Que va faire le Mali maintenant que ses ennemis sont mieux armés et mieux financés que jamais? Et surtout, combien d'autres enlèvements faudra-t-il avant que le monde décide d'imposer une règle claire et universelle? Plus aucune rançon, quelle que soit la victime. Cette affaire restera sans doute comme l'un des plus gros financements indirects d'un groupe terroriste ces dernières années. Et elle rappelle une chose. Dans les zones de guerre, la ligne entre humanité et stratégie est parfois très mince. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à suivre mes enquêtes et mes analyses indépendantes sur les affaires africaines et internationales, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez-la autour de vous.